Espace TV, le 22h. « 22h à Timbi Madina, Timbi Touné, Wansan, c'est à Pita. Merci de nous regarder partout. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Décédé le samedi dernier, l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a rejoint sa dernière demeure ce lundi. Kaokare, un homme bon et patriote, il a été, c'est ainsi que ses amis, parents et collaborateurs lui ont rendu hommage ce matin. De nouveau, dans le paysage politique, comme vous le disait la semaine dernière, une nouvelle plateforme, le Cercle de réflexion et d'action stratégique, c'est son nom. Il est l'œuvre d'acteurs politiques tous azimuts. Ils sont du bloc libéral, du MPD et du RPG Arc-en-Ciel. Les ambitions, c'est dans ce journal. Danger environnemental, il y en a à craindre à Farana. Depuis samedi, une fuite de mazout crée d'énormes dégâts sur l'environnement. Et vous entendrez le directeur préfectoral de l'environnement qui a été joint par Mamoudou Boulere Diallo. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Ibrahima Khalil Konaté Kaokare, a rejoint sa dernière demeure ce lundi au cimetière de Cameroun. Mais avant, l'ancien syndicaliste, militant convaincu et engagé du RPG Arc-en-Ciel, a reçu des hommages dus à son rang à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Parents, amis, collaborateurs retiennent tous de lui un homme bon et patriote. Le film avec André Mossier-Milmouno, Aboubakar Din Kamara. Tristesse et consternation se lisent sur les visages des parents et collaborateurs d'Ibrahima Khalil Konaté, venus lui rendre un dernier hommage. Le représentant du président de la République a présenté les condoléances d'Alpha Condé à la famille biologique du défunt, avant d'exhorter au respect des mesures barrières. Nous attendons tous notre jour et Dieu a fait que lui, son jour, soit tombé sur le samedi dernier. Le président et son gouvernement me chargent de vous dire de vous calmer. Il me charge aussi de vous dire de respecter les mesures barrières afin d'éviter cette maladie qui sévit dans le monde entier. Les parents et collaborateurs de l'ancien ministre retiennent de lui un homme travailleur et profondément social. Le frère Kaokare a été un homme rassembleur de notre communauté, de notre famille. Il a construit les bases, les fondements que nous avons dit de notre communauté rattachée à sa famille, rattachée à sa terre natale. En tant que chargé de communication, personnellement, il m'a respecté dans mon travail. Avec mes collaborateurs, il a toujours pris en compte nos marques, nos suggestions dans le bon sens. C'est lui qui m'a enlevé dans la souffrance. Je fais ce que je fais aujourd'hui grâce au ministre Ibrahima Khalil Konaté, dont j'appelle affectueusement mon papa. Il m'a tout donné, tout. Son épouse a loué la bonté de son défunt mari. Face à la volonté divine, elle l'accepte. Vu la population guinéenne, tout le monde s'est mobilisé comme un seul homme derrière moi pour me soutenir et me réconforter. Donc vraiment, je peux cesser de pleurer et faire des bénédictions pour mon époux, car il a été un homme généreux et bon. Ibrahima Khalil Konaté Kaokare est décédé ce samedi 14 août. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Notre fils Ousmane Touré est médecin guinéen en mission de travail en Haïti au compte de l'OMS est l'une des 1300 personnes décédées ce week-end dans un séisme de magnitude 7,2. Il est survenu bien sûr ces magnitudes la nuit du samedi au dimanche. Vous avez dû le constater sur les réseaux sociaux, mais la nouvelle n'est parvenue à sa famille que grâce à un de ses amis. Elhaj Mamadou Saïdou Baldé et Ibrahima Souma sont allés dans la famille mortière. Suivez leur reportage. Des larmes et de la tristesse,
Voici ce qui règne ce matin dans la famille Touré. En mission de travail au compte de l'Organisation mondiale de la santé en Haïti, Ousmane Touré a perdu la vie dans le séisme de magnitude 7,2 survenu ce week-end. Âgé d'une trentaine d'années, selon les informations parvenues à sa famille, ce médecin a perdu la vie suite à l'effondrement de l'immeuble dans lequel il habitait. Il y a eu une deuxième vague le dimanche et les informations nous ont été apportées comme quoi l'hôtel s'est écroulé. Donc il a perdu la vie dans cette deuxième vague de tremblement de terre. Et son ami a appelé, il a informé la famille qu'il y a eu le décès de notre grand frère. Moussa Touré, frère du défunt, n'en revient toujours pas. Difficile pour eux de croire à la triste nouvelle. Pour lui, Ousmane était leur pilier. C'était quelqu'un de spécial pour nous. C'était un pilier pour nous, un baobab. Vraiment, il représentait tout pour nous, quoi. Il est notre père. C'est quelqu'un qui nous donnait toujours des conseils, qui nous motivait à nous battre pour réussir dans la vie. Et aujourd'hui, il est parti, je n'arrive pas à croire réellement si c'est vrai ou faux. Je suis dans les doutes jusqu'à présent. Tant que je ne vois pas le corps de mon frère, je ne serai pas satisfait. Acteur de la lutte contre le virus Ebola en 2015 et la Covid-19 récemment, ce médecin rend l'âme en laissant derrière lui une veuve et deux enfants. Sans donner une date, sa famille confie que sa dépouille sera rapatriée en Guinée pour inhumation. En attendant l'arrivée du corps, elle prie pour le repos de son âme. À tous ces dignes fils de Guinée, paix à leur âme. Longtemps annoncé, c'est enfin effectif. Le cercle de réflexion et d'action stratégique CAS en abrégé a officiellement lancé ce lundi à Conakry. Cette nouvelle plateforme politique est mise en place par Dr Faya Melimouno du Bloc libéral, Paul Moussa Diawara du MPD et Patrice Kourouma du RPG Arc-en-Ciel. L'objectif, selon les initiateurs, des échanges francs sur la situation économique, sociale, culturelle et politique du pays. Fodé Ibrahima Bangoura et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. C'est le lancement officiel du Cercle de réflexion et d'action stratégique, une nouvelle structure créée dans le but de dialoguer autour de la situation économique, sociale, culturelle et politique de la Guinée. Elle est représentée par ses leaders politiques. Pour Patrice Kourouma, cette structure n'est pas une alliance politique, plutôt une alliance citoyenne. Ce n'est pas une alliance politique, c'est une alliance citoyenne. C'est un cercle de débat citoyen. Ce que nous avons en ligne de mire, c'est apporter notre contribution à toutes les problématiques qui sont liées au quotidien du Guinéen. On s'est dit, mais transcendons tout ça, tout ce qui est communautaire, tout ce qui est politique. Pourquoi ne pas mettre en place un espace dédié à la discussion, à la prise en compte des problèmes citoyens qui nous concernent tous. Pour les membres du CRAS, relancer la communication est l'un des objectifs majeurs de cette nouvelle structure. L'un des objectifs majeurs de notre cercle, c'est de relancer la communication. On dit souvent, le gouvernement ne communique pas bien. Non, l'opposition ne communique pas bien. La société civile, c'est-à-dire qu'à beaucoup de niveaux, et presque à tous les niveaux, ce déficit de communication est là. Toute intervention dans les médias est taxée soit d'être opposant ou d'être un défenseur farouche du pouvoir ou même d'être un opportuniste. Le CRAS s'engage à s'ouvrir aux médias et discuter de tous les sujets d'intérêt national dans le respect de son règlement intérieur. Tout le monde sait que les médias, c'est le premier pouvoir. Avec le CRAS, rassurons-nous, nous viendrons régulièrement vers vous, les médias, puisque la communication, c'est dans les médias. Mais aucun sujet ne sera tabou avec nous. Il n'y aura pas de parti pris. Toutes les valeurs culturelles, toutes les valeurs politiques, toutes les valeurs citoyennes seront la bienvenue dans le CRAS. Je vous remercie. En jetant un regard attentif, on se rend compte que l'un des obstacles dominants au développement de la Guinée est un déficit chronique de communication au niveau de toutes les couches sociales.
Pendant ce temps, la question qu'on peut bien se poser aujourd'hui, c'est bien est-ce que le syndicat des transporteurs a-t-il vraiment échoué face aux chauffeurs de taxi? Le moins qu'on puisse dire, est-ce que le prix fixé par l'État et validé par le syndicat n'est pas du tout celui appliqué sur le terrain? Les usagers payent mordicus 2000 francs par tranchant. Interrogé, le vice-président du syndicat des transporteurs se contente simplement de dire qu'une commission est mise en place pour tenter de trouver un dénouement. Mohamed Valek Touré, Amadou Ba. Si le syndicat des transporteurs routiers s'est engagé auprès du gouvernement à maintenir le prix du transport à 1500 par tronçon, les chauffeurs de taxi ont exprimé leur désaccord en déclenchant une grève. En dépit de l'assurance du syndicat, leurs mandats sont passés outre. Par tronçon, les citoyens payent 2000 francs guinéens. Une situation que déplore le vice-président du syndicat des transporteurs. On a fait beaucoup de sensibilisation autour de ce problème. Vous savez, le problème de carburant est lié à beaucoup de choses que moi-même, je ne peux pas élucider ici tout de suite. Le problème de carburant. Je l'ai dit auparavant, lorsque le prix était à 1300, les chauffeurs et les passagers se sont arrangés, ils ont fixé leur prix. Mais vous voyez, chez nous, le problème en est que lorsque l'État décrète, il n'y a pas une mesure d'accompagnement. Jusque-là, toutes les mises en garde du syndicat vis-à-vis des chauffeurs de taxi n'ont pas porté. Aujourd'hui, le syndicat se trouve dans un dilemme. Selon Alpha Cissé, les négociations se poursuivent pour tenter d'amener leur mandat à de meilleurs sentiments. Nous avons mis des commissions en place. Vous savez, ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait un laisser-aller total entre les chauffeurs, entre les transporteurs et le gouvernement, il faut le dire. Il n'y avait pas de suivi. Et maintenant que le gouvernement nous a tendu la main, je crois, nous allons prendre des mesures contre ces pratiques. Pour le moment, ce sont les citoyens qui payent les frais de cette mésentente entre chauffeurs d'un côté, syndicalistes et gouvernement de l'autre. Restons toujours dans le même sillage pour dire que plusieurs employés de la société Al Bayrak et syndicalistes ont été arrêtés conduits ce lundi à l'Eco4 de Matoto. Simple motif, disent-ils, le fait de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Depuis 2 mois pourtant, les réclamations tourneraient autour notamment de l'augmentation des salaires à hauteur de 100%, l'immatriculation de l'ensemble des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale et la signature d'un contrat pour tous les travailleurs. Fatoumata Bintabari, Ibrahima Souri Kamara. Plus de 400 jeunes employés d'Al Bayrak sont concernés par cette manifestation. Il s'agit de jeunes conducteurs, de mécaniciens et autres. Et aujourd'hui, plusieurs manifestants ont été arrêtés, y compris leur secrétaire général. Ce bus derrière nous est en panne, mais il manque de techniciens pour le réparer. En plus, les bus qui sont en mouvement, d'après les grévistes, sont conduits par des gens qui n'ont rien à voir avec les employés de Al Bayrak. Nous sommes avec des mécaniciens. Ils ont essayé de prendre notre équipe, les faire monter dans le bus, monter à la population que les bus sont sortis, mais ce n'est pas le travail d'Al Bayrak. Ces grévistes ont une plateforme de 4 revendications, dont entre autres une augmentation de salaire et un contrat de travail. Après 2 mois de négociations avec les responsables de la société, aucune entente n'a été trouvée. Avec tous nos mots ici, nous ne sommes pas dans la négociation. La conclusion était que le ministre n'est pas au courant. Quelle désolation pour nous les travailleurs d'ici. Mais on ne va pas se laisser faire. Moi, je ne voudrais plus que le ministre soit au courant. Moi, je voudrais que le président de la République soit au courant maintenant. Dès après leur intervention, ils se sont fait interpeller par les gendarmes pour être conduits à l'Eco4 de Matoto. Parmi les griefs, le départ de la directrice de communication d'Al Bayrak pour, selon eux, ses agissements contre les travailleurs. Interrogée sur l'arrestation des grévistes, elle dit ne pas être au courant.
Je ne suis pas au courant des arrêts. Vous savez, ce qui se passe en dehors du garage, je ne suis pas au courant. Nous n'avons pas eu d'information qui a été remontée en disant qu'il y a des gens qui ont été arrêtés. Ici, s'il y a des gens qui sont arrêtés, c'est qu'ils se sont pas bien comportés. Nous ne savons pas. Pour le moment, c'est le statu quo dans ce bras de fer qui oppose les employés et la direction d'Al-Bayrak. Restons toujours sur la route, mais à présent dans le quartier. À Simbayagar, dans la commune de Matoto, les rues ne tiennent plus. Elles sont fortement dégradées, pas du tout praticables depuis cela plusieurs années. Si ce ne sont pas des travaux qui sont inachevés, c'est le bitume qui a carrément lâché. Une situation qui inquiète les citoyens de ce quartier, qui interpelle d'ailleurs le gouvernement afin de trouver des solutions à leur calvaire. C'est un reportage de Kadiatou Elisabeth Sidibé et Ibrahima Souri Kamara. Nous sommes à Simbayagar, dans la commune de Matoto. Ici, l'état des routes est complètement dégradé. Les usagers sont confrontés aux pannes récurrentes des véhicules. Face à cette réalité, le porte-parole des jeunes de quartier explique ce qu'ils subissent depuis des années concernant cette voirie. Ils déclarent qu'ils sont même passés de porte en porte, mais jusque-là, aucun résultat. Le calvaire, nous le vivons depuis maintenant 2012. Depuis à l'époque, quand le ministre Mohamed Sed était le Premier ministre, vous voyez, a mené beaucoup de démarches, mais malheureusement qui n'ont pas abouti à grande chose. Parce que ce que nous voulons, et c'est ce qui nous a été promis par le dernier ministre qui a quitté avant l'arrivée de la dame qui est là aujourd'hui, je parle de Moussa Fanaïté, qui s'est déplacé même venir avec toute l'équipe du département sur le lieu pour constater réellement à vue d'œil ce qui se passe ici. Jusqu'à présent, nous sommes à l'attente, nous vivons ce calvaire, c'est devenu notre quotidien. Nous avons eu un jour à constituer toute une équipe de techniciens, des ingénieurs de ponts et ceux qui sont venus faire un projet sur la route. Parce qu'au niveau, vous voyez ici, Kakoroya, c'est ici qui consiste le plus gros problème. Selon Mohamed, les éleveurs installés derrière ces routes sont responsables des maladies dont les habitants sont confrontés. Les autorités communales sont au courant, ajoute-t-il. Juste au milieu des rails ici, il y a les vendeurs de bœufs qui sont là. Et ils ont profité de la situation pour faire un abattoir, c'est-à-dire ils égorgent les animaux ici. Et ces déchets-là qui sont déversés, ça descend dans les quartiers et les populations sont exposées à des maladies. Quand vous venez aujourd'hui dans les hôpitaux riverains qui sont là, vous constaterez que les maladies les plus récurrentes, c'est la diarrhée, le palu. Les causes sont connues, c'est les ordures, c'est les eaux usées. Et les autorités communales sont là, ils ne font rien par rapport à cette situation-là. Ces citoyens témoignent que cette route est pratiquée par de nombreux patrons. Mais une solution tarde toujours à être trouvée. Ce qu'ils disent, les habitants de ce quartier déplorent cette triste réalité. Ils sollicitent tout de même l'aide de l'État le plus tôt possible pour rendre cette route praticable pour le bonheur des usagers. Marissa Kamara, Kadiatou Elisabeth Sidibé et Ibrahima Souri Kamara pour ce reportage. De Simbaya, rendons-nous à la SIG Madina, c'est dans la commune de Matam. Les citoyens de cet autre quartier peuplé ont battu le pavé la semaine dernière pour dénoncer les inondations après les fortes pluies sur Conakry, mais jusque-là, rien n'en est pour eux. Alors, aujourd'hui, le week-end dernier, il faut le dire encore, plusieurs ménages du même quartier ont été inondés sous l'effet des averses. Le cri de cœur de ces riverains, c'est dans ce reportage signé Aminata Massiri Bangoura et Djibril Kabak Kamara. Les fortes pluies qui se sont encore abattues sur Conakry dans la nuit de ce dimanche ont causé des dégâts matériels considérables dans plusieurs ménages. Le quartier Sigmadina n'a pas été à l'abri des dégâts. Les habitants de ce quartier se sont encore réveillés les pieds dans l'eau. Les habitations et leur contenu ont été endommagés. Les sinistrés, partagés entre tristesse et inquiétude, ne savent plus à quel sens se vouer. Nous avons été victimes d'inondations. On a presque tout perdu. Nous n'avons même plus où dormir. Nos téléphones, télévisions, lits et autres articles sont tous endommagés.
Comme d'habitude, chaque fois que les pluies s'abattent sur ce quartier, les responsables de l'imprimerie sont toujours pointés du doigt par les riverains. Attends, on a demandé aux Chinois chaque année. Nous avons demandé aux Chinois chaque année, s'ils ne veulent pas qu'on manifeste, de curer les caniveaux, parce que les dalles se trouvent dans leur cours. Maintenant, on ne veut plus le curage. Nous voulons qu'ils construisent un mur afin qu'on mette la main sur nos espaces. Les Chinois nous fatiguent trop ici. Ils ont fermé l'imprimerie. Nous sommes toujours victimes d'inondations. Des accusations rejetées en bloc par les mis en cause. L'un des responsables de l'imprimerie soutient d'ailleurs que la solution à ces inondations, c'est de curer les caniveaux de la route du Niger. Il pointe aussi du doigt les autorités. C'est vraiment pas de notre faute au fait, c'est que c'est le Niger. Même si on cassait tout ici, on détruisait tout, on me faisait même quitter là, il va toujours y avoir inondation pour la simple raison que le Niger va toujours être bloqué. Si les gens qu'ils ont mis en place ne remontent pas les informations pour essayer de donner une solution concrète pour résoudre les maux des citoyens, le gouvernement aussi ne peut rien faire en fait. Ces inondations survenues dans le quartier Sigmadina ont causé des dégâts matériels considérables. Les sinistrés ont presque tout perdu. Il plaide donc pour une assistance auprès des autorités, même si ces derniers ne rassurent pas trop pour l'heure. A rappeler que les usagers de la route du Niger également payent lourd les frais des pluies diluviennes. Ce n'est pas qu'à Conakry. À Kindia également, de nombreuses voiries urbaines se trouvent aussi dans un état de dégradation très poussé. C'est le cas dans le quartier Gadawawa où les voiries subissent une pression énorme des eaux de ruissellement qui ont fini par creuser des trous béants un peu partout sur le tronçon. En colère, les citoyens du dit quartier font une invite à l'endroit des autorités. Reportage Aboubakar Silla, Djibril Kamara. En cette période de grande pluie, ce sont des eaux de ruissellement qui font la loi, car partout aujourd'hui, elles ont rendu impraticables certaines voiries urbaines de Kindia. Au quartier Gadawawa, par exemple, en plein cœur du centre-ville, le tronçon qui mène vers la grande mosquée du dit quartier est plus que jamais défoncé pendant cette période hivernale. C'est la route là qui mène vers la grande mosquée, notre grande mosquée. Quand il y a quelque chose, il y a une cérémonie comme ça là, on ne peut pas, il n'y a plus d'accès. De nos jours, pratiquer cette route relève du parcours de combattant. Cet autre citoyen vit dans ce quartier depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, l'état actuel du tronçon lui met mal à l'aise. On a tout fait, notre maman aussi, ils ont tout fait pour réparer ici, impossible. Bon, c'est le chef de quartier de Koliadi qui a barré là-bas. L'eau la descend sur la route. Maintenant, c'est dégradé la route, on ne peut pas marcher ici, regarder seulement, regarder les trous qui sont là. L'État doit venir regarder ça pour nous aider à avoir une route pour aller jusqu'au Tabouna. L'état piteux de cette voirie urbaine est dénoncé par tous les citoyens du quartier. Aujourd'hui, emprunter cette route pour aller à la mosquée n'est pas du tout facile, car pour se rendre dans ce lieu de culte, les fidèles sont obligés de contourner. C'est impraticable. On ne peut pas prendre même une moto. Même une moto, on ne peut pas prendre ici pour aller. Même ceux qui vont là-bas pour la prière sont obligés de stationner ici pour aller à la mosquée. Hormis les citoyens du quartier, les usagers de cette route, notamment les conducteurs de mototaxis, se lamentent aussi par rapport à l'état de dégradation de la voirie. L'état de cette route-là, vraiment, ça nous fatigue. À l'air là, on passe même pas vers là. L'amortisseur là, ce que vous voyez là, quand tu passes par là, tu vas garder tes amortisseurs. En plus de ça, les pneus, tout ça là, tes engins seront dégradés. À l'image de ce tronçon de Gadawawa, de nombreuses voiries urbaines de la commune se trouvent aujourd'hui dans un état piteux. En cette période hivernale, ces voiries urbaines payent les plus lourds tributs. Restons à Kindia pour dire qu'à quelques mois de la rentrée scolaire, nombreux sont des établissements publics qui sont dans des états piteux. C'est le cas du lycée franco-arabe Tcherno Djibi dans la commune urbaine de Kindia. Pour atténuer les difficultés dans cette école, Elhaj Abdul Wakili Keita, en compagnie du ministre secrétaire général aux affaires religieuses, a procédé au lancement des travaux de rénovation de la dite école. Et c'était ce dimanche. Plus de précisions avec Djenab Bangoura et Lamine Silla. Plus on s'approche de cette école, plus on constate sa vétusté. Des tôles percées, les murs fissurés, le sol trouillé,
Les herbes se développent dans tous les sens, rendant le lieu insalubre. C'est le lycée franco-arabe Kernogibi, situé dans la commune urbaine de Kindia. La souffrance des élèves et encadreurs est sur le point de se dissiper grâce au lancement des travaux de rénovation. L'initiative vient de l'érudit de Kindia et l'âge Abdul Wakil Alamali Keita qui vise à rénover 10 classes et 2 directions de cet établissement. C'est une fierté pour nous d'être musulmans. L'an passé, j'ai reconstruit une partie de l'école. Ce jour-là, Elhaj Ali Jamal Bangour a apprécié le travail et il a ajouté en ces termes « Cette école est bien jolie, si cette autre partie pouvait être comme celle rénovée, ce serait bien ». C'est en ce moment que j'ai décidé de la reconstruire entièrement, une façon de dynamiser la religion musulmane. Ces encadreurs et ces élèves ici présents se souviennent du calvaire vécu lors des cours avant d'apprécier le travail. Je suis tellement ravi pour la rénovation de ces bâtiments-là, car on était dans les difficultés. Le lycée vous rassure de vous accompagner dans l'entretien strict de ces œuvres bénéfiques à tous les enfants de Guinée. Nous vous disons merci, qu'Allah vous protège. Amen. L'intensification de l'éducation coranique étant une des priorités du ministre secrétaire général aux affaires religieuses, Elhaj Ali Jamal Bangoura a mis l'occasion à profit pour inviter ses co-religionnaires à emboîter le pas à ce donateur. Nous sommes là pour encourager et pour inviter les autres bienfaiteurs, les autres chefs religieux, l'importance de cette belle initiative. Leur contribution pour la construction des édifices éducatifs qui contribuent aussi à bien connaître et maîtriser de notre religion. Cet établissement fait partie des vieilles écoles franco-arabes de la Guinée. Il s'étend sur 10 000 mètres carrés avec un effectif de 805 élèves, dont 111 filles. Ce projet s'étendra sur 3 semaines. À Farana, je vous le disais en titre, une fuite de mazout crée d'énormes dégâts environnementaux. Depuis le jeudi dernier, c'est la réserve de l'agence d'électricité de Guinée EDG qui a cédé suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du jeudi au vendredi sur la préfecture. Plusieurs champs agricoles sont totalement détruits par cette substance toxique. Le fleuve Niger et ses affluents sont déjà impactés, regrette le directeur préfectoral de l'environnement de Farana. Il a été joint au téléphone par Mamoudou Bouléré Diallo. Suivez. Le directeur préfectoral de l'environnement informe que c'est cette réserve de mazout de l'agence de la Société électricité de Guinée EDG dans la préfecture de Farana, située ici au quartier abattoir, qui a cédé. Elle est installée à moins de 500 mètres de la rivière Sirkoleni, affluente du fleuve Niger. Ce liquide empoisonné s'est vite propagé avec ses eaux de ruissellement, causant des dégâts innombrables. Les bas-fonds qui sont au bord de la rivière ont été tous envahis de défluents. Alors là, les gens là pleurent de la couverture de leur riz réputée par les défluents. Le fleuve Niger aussi n'est pas épargné de la pollution. De Farana jusqu'à Yerekbela aujourd'hui, Yerekbela commence à signaler à Kouroussa, qui commence à signaler que les défluents là sont arrivés sur le flux d'eau là-bas. La situation est préoccupante au point que les autorités préfectorales ont formé une mission mixte pour évaluer l'étendue des dégâts. Pour l'instant, il est difficile de dire avec exactitude la quantité de cette substance toxique déversée sur le sol ou qui coule encore dans les fleuves. Des espèces halieutiques sont d'ores et déjà menacées de disparition. On a fait l'état des lieux et dénombré les victimes. Après le dénombrement des victimes, nous sommes rendus à l'EDG avec le directeur de l'EDG pour savoir comment ça s'est arrivé et quelles sont les dispositions prises pour arrêter. Cela nous a rassuré que son ministère est en train de prendre des dispositions pour arrêter l'écoulement des effluents. Pour l'instant, plus de 10 victimes sont recensées par les autorités, informe le directeur préfectoral de l'environnement de Farana. Des dispositions sont en train d'être prises pour les indemniser. L'étendue des dégâts est très énorme. D'abord, les cultures là sont couvertes de défluents, donc elles sont toutes mortes. Le riz est répiqué là. Le deuxième dégât qui est écologique, c'est en amont d'un affluent du fleuve Niger, c'est le Sirkoleni. Vous savez, le défluent du mazout là, c'est du poison pour la biodiversité. Donc les poissons en pâtissent. Les grenouilles, et tous ceux qui vivent dans l'eau là en pâtissent.
Joint au téléphone par notre rédaction, le gouverneur de la région administrative de Farahana dit être en déplacement pour une mission de travail. D'ailleurs, il n'était pas informé de la situation, dit-il. Du côté de la Société électricité de Guinée EDG, qui est à la base de ce problème environnemental, le directeur de l'agence de Farahana dit n'avoir pas mandat de parler à la presse. Les victimes, elles, attendent l'aide de l'État pour surmonter ce problème. Mamoudou Bouléré Diallo de Eusta Foundation est une organisation non gouvernementale fondée par une Guinéenne vivant hors du pays, assiste donc des personnes démunies et des enfants sans parents et qui vivent dans des orphelinats. C'est l'ambition qu'elle s'est fixée. C'est dans ce cadre que sa fondation humanitaire vient de faire des dons de vivres et non de vivres à certains orphelinats de la capitale et aux pensionnaires de la Cité de Solidarité. Mamadou Kalisso signe ce reportage. Des orphelinats sont durement touchés par la pandémie de Covid-19. Bon nombre d'entre eux peinent à satisfaire les besoins fondamentaux de leurs protégés. C'est le cas de ces centres créés par ce jeune leader de l'Axe. Une structure non gouvernementale vient de les appuyer en vivres, du savon, des machines à coudre et des tricycles pour les orphelins à mobilité réduite. Alors il ne faut pas attendre le gouvernement pour pouvoir tout faire. Et nous savons que nous avons des enfants qui ont besoin de ce genre de choses, qui sont abandonnés. Vous comprenez un peu? Alors c'est dans ce cadre, elle aussi, elle a réfléchi vraiment comment elle peut venir en aide à ces enfants-là. Les bénéficiaires directs du geste sont touchés à la fois moralement et émotionnellement, être secourus en matériel et en vivres pendant ce temps. Merci pour tout ce que vous nous avez fait. Merci pour tout ce que vous avez envoyé pour nous. Je sais que c'est difficile d'en acheter, mais je vous encourage d'en faire de plus encore pour aider les autres enfants. Les gestionnaires de ces centres d'accueil, d'éducation et de réinsertion sociale des enfants déshérités saluent ce coup de main qui vient à point nommé. Nous sommes la majeure partie des orphelinats qui se trouvent en Guinée, parce qu'on est en Guinée, sont ouverts par des particuliers et en général on fonctionne avec les dons, la majeure partie. Donc vraiment on encourage, on remercie aussi tous les donateurs qui l'aideront dans cette œuvre. Et puis voilà, on est ensemble, on est là, et Ronta Lara comme on dit. J'ai commencé par des enfants, aujourd'hui j'ai 53 enfants qui sont avec moi, aujourd'hui j'ai même des enfants aujourd'hui qui ont connu leur métier, qui travaillent aujourd'hui comme des maîtres quoi. Ils sont nombreux ces centres d'accueil et de réinsertion sociale des enfants démunis qui sont actuellement plombés par la crise du coronavirus. Eux, ils sont un couple. Un couple, bien sûr. Les deux adorent l'écriture. Ce week-end, à deux, ils ont présenté deux nouveaux ouvrages au siège de l'Harmattan de Guinée. Il s'agit de l'Office du juge et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La présentation de ces ouvrages a mobilisé plusieurs lecteurs et personnalités du pays. Guéné Bemba Koulibaly, Aboubakar Kekebangoura pour le compte-rendu. Deux nouveaux ouvrages intitulés Fonctionnement de la Cour constitutionnelle et l'Office du juge, faits par Irène Marie Adjimalis et Mohamed Ali Kiam. Ils traitent les aspects de l'Office du juge, l'analyse de ses missions à travers le prisme de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, lequel habite la personne même du juge. Il a pour but d'exposer les différentes facettes de l'office du juge dans le double sens, dépeindre ce que l'acte de juger devient à l'ère du numérique et d'exhorter le juge à s'adapter au nouvel environnement de son rôle qui se rapporte à la noblesse de sa fonction. Pour résumer, l'ouvrage intitulé Fonctionnement de la Cour constitutionnelle porteront sur 3 points. Le premier, c'est l'opportunité de la création de la Cour constitutionnelle. Le deuxième, c'est l'articulation de l'ouvrage. Et le troisième, c'est l'objectif ou opportunité de cet ouvrage. Amadou Damaro Kamara a apprécié et rappelé les avantages de cet ouvrage avant de noter quelques manquements. Ce livre aura l'avantage d'ouvrir le débat. J'ai retenu beaucoup de choses sur la qualité du juge dans l'exposé de Madame. Nous devons avouer qu'il y a d'énormes efforts à faire dans ce domaine. Il faut le dire.
même si les principes sont là, l'exécution ou l'application de ces principes à certains endroits, il y a des efforts à faire. Et l'avantage de ces ouvrages, c'est d'ouvrir ce débat et de permettre à la jeune génération de s'inspirer de leur expérience. La lecture étant la nourriture de l'esprit, le président de l'Harmattan Guinée incite ses compatriotes à la lecture. Les livres sont des compagnons qui ne trahissent jamais. Il faut que dans nos écoles, que l'éducation nationale prévoit un budget conséquent pour donner à lire à la jeunesse guinéenne. Il y a un ouvrage sur Yassine Diallo, il y a un ouvrage sur les ethnies en Guinée, il y a un ouvrage vraiment sur l'histoire aujourd'hui de la Guinée. Les livres sont disponibles. Nous avons 9-8 maisons d'édition aujourd'hui dans notre pays. L'ouvrage intéressera tous les praticiens et candidats aux professions du droit, puisqu'il donne un large aperçu de leurs relations avec les juges. Mieux, il incarne le quotidien par la qualité et la multiplicité de ses décisions, le troisième pouvoir régalien de l'État, conclut l'auteur. Le 15 août, c'était hier, et chaque 15 août, l'Église catholique commémore la solennité de l'Assomption qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel auprès de son Fils Jésus-Christ. En Guinée, cette fête n'est pas passée inaperçue à la paroisse Saint-Étienne de Yimbaya. Dans la commune de Matoto, elle a été célébrée sous les auspices du haut représentant du chef de l'État, Claude Korikondiano, en a profité d'ailleurs pour lancer des messages de paix. Antoinette Dédé Onivogui nous fait le point. C'est sous une forte pluie ce dimanche que les fidèles chrétiens catholiques de Guinée ont célébré la fête de l'Assomption qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel. En ce jour solennel, la paroisse Saint-Étienne de Yimbaya a connu une grande mobilisation pour implorer la miséricorde de la Sainte Vierge. Dans son homélie inspirée de l'évangile de Saint Luc, Père Fabien Camara a exhorté les chrétiens à faire preuve de beaucoup d'humilité. Voici comme pour dire que nous n'avons pas à nous enorgueillir devant les titres, les solennités qui nous sont dédiées par les hommes, mais en tout état de cause, se mettre au pied de la croix et dire simplement à Dieu, je suis insignifiant, je suis faible, que ta volonté se fasse dans ma vie. Si tous les hommes adhèrent dans cet ordre d'idées, on connaîtrait un monde de peine, un monde de justice, un monde d'attention fraternelle et mutuelle. Cette solennité a été l'occasion pour les légionnaires et les autres fidèles de prier la Vierge Marie et de supplier le Seigneur pour l'éradication du coronavirus dans le monde. Que nous voulons toujours appartenir et qu'elle nous soutienne dans cet apostolat, pour que nous puissions travailler en son nom et travailler pour son Fils. Nous faisons cela tous les jours. Et c'est cela le pain quotidien pour nous aujourd'hui, pour que cette maladie puisse réellement être éradiquée, pas seulement en Guinée, mais dans le monde entier. Dans un contexte de crise sanitaire et surtout sécuritaire, le haut représentant du chef de l'État a prié pour la paix en Guinée, avant d'inviter tous les acteurs de la vie nationale à un dialogue sincère. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire à mes compatriotes guinéens que rien ne vaut la paix, comme le président le demande, le président Alpha Condé le demande, de se retrouver autour de la table pour discuter, pour parler ensemble, afin que nous puissions nous entendre pour préserver cette paix-là. Parce que c'est à l'issue de ce dialogue que nous allons avoir une idée claire de ce qu'il faudra dorénavant faire dans ce pays pour travailler ensemble. À l'allure où sont et vont les choses, tous les Guinéens devraient accepter de se faire vacciner pour minimiser les risques de contamination du coronavirus, a-t-il martelé. Antoinette Dédé Onivogui, merci pour ce reportage et très bonne fête à tous les fidèles chrétiens catholiques de Guinée et du monde entier. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par Mamadou Sadio Baldé, Bernard Koundouno, et merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci bien.